J'ai une info pour vous, mais vous allez pas kiffer. 2 mauvaises nuits de sommeil vous fera paraître plus vieux de plus de 4 ans par rapport à votre âge actuel. Et c'est pas seulement visuellement, mais c'est aussi dans vos ressentis physiques et dans vos capacités cognitives. En tout cas, c'est ce qu'a constaté l'université de Stockholm dans une étude qui vient de sortir en 2024. Le but, c'est pas de vous faire flipper avec ça, mais de nous permettre de prendre conscience de l'impact du sommeil sur la santé. Le sommeil, c'est le dopage le plus puissant qu'il existe pour l'humanité. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans l'étude dont je viens de vous parler, l'inverse est vrai aussi. Cumuler plusieurs bonnes nuits de sommeil d'affilée vous fera paraître plus jeune et vous vous sentirez plus jeune. Et ça, c'est vraiment qu'un tout petit aspect de ce qu'apporte le sommeil. Donc pour comprendre ce que ça voulait dire bien dormir, j'ai écouté un échange de plus de 15 heures entre Matthew Walker, un expert sur le sommeil, et Andrew Huberman, un neuroscientifique que vous devriez connaître si vous regardez ma chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous résumer ce que j'ai retenu en quelques minutes. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez mieux dormir ou optimiser votre sommeil si vous dormez déjà bien, et donc améliorer votre apprentissage, votre capacité de concentration, votre motivation, vos performances sportives et même réduire votre stress. Je sais, le sommeil ça sonne un petit peu comme un remède à tout, mais c'est peut-être parce que ça l'est presque. Gardez en tête que je ne suis pas un expert, je suis juste un passionné qui vous partage sa passion. Donc si vous avez des insomnies, que vous faites de l'apnée du sommeil ou que vous avez tout autre problème d'ordre médical, allez consulter un médecin. C'est comme si vous vous cassez la jambe, ne regardez pas un tuto sur YouTube. Allez voir un professionnel de la santé. Ici, on va comprendre comment fonctionne le sommeil, pourquoi on est fatigué et comment améliorer tout ça de façon générale en se basant sur ce que la science en dit. Et cette vidéo est en collaboration avec Cure. Ça correspond super bien à ce que je cherchais parce que c'est une marque qui travaille avec un vrai comité scientifique. Ils sont même maintenant dispo en pharmacie et ils proposent maintenant un pack de compléments alimentaires pour optimiser son sommeil. Mais ça, on en reparle plus tard. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose d'hyper important à comprendre, c'est comment ça marche, le sommeil. Sur les 7 à 9 heures de sommeil que vous devriez avoir, vous allez passer par 5 à 6 cycles de sommeil. À votre avis, combien de temps dure un cycle de sommeil ? Vous avez peut-être répondu quelque chose comme 90 minutes, c'est ce que la majorité des gens pensent, et c'est ce que je pensais avant d'écouter Matthew Walker, qui en fait a débunké ce truc-là. Un cycle de sommeil, ça peut aller de 75 minutes à 120 minutes en fonction des individus, et même de la vie de chacun, ça évolue au cours de la vie. Et c'est en moyenne 20 minutes plus long pour les hommes que chez les femmes. Pendant ces cycles de sommeil, vous allez passer globalement par 2 phases de sommeil, le sommeil profond, ou non-REM sleep pour le terme technique, et le sommeil paradoxal, ou le REM sleep. J'imagine que vous aviez déjà entendu parler de ça. Là, ce qui va nous intéresser, c'est quelque chose qui a radicalement changé ma façon de comprendre comment avoir un bon sommeil. C'est de comprendre comment fonctionne la fatigue dans notre corps. Et il va y avoir 3 facteurs liés à la fatigue, et si vous comprenez ça, vous allez automatiquement comprendre tout le reste pour avoir un bon sommeil. Ça va être naturellement simple. La première chose à connaître, c'est le noyau suprachiasmatique. Je trouve ce nom très stylé. C'est une toute petite zone dans votre cerveau qui a une capacité incroyable. Elle est capable de comprendre quand est-ce qu'il fait jour et quand est-ce qu'il fait nuit, et d'ajuster votre corps et la chimie qui se passe dans votre corps en fonction. C'est-à-dire que quand elle comprend que c'est le début de la journée, elle va vous booster en énergie, et quand elle comprend que c'est le soir, elle va vous diminuer en énergie pour vous permettre de vous détendre et de démarrer votre nuit correctement. En fait, ce noyau suprachiasmatique, c'est votre horloge interne, qu'on appelle aussi le rythme circadien. Donc c'est le rythme en fonction du soleil. Si on devrait schématiser son action dans votre corps, ça ressemblerait à cette courbe. Le matin, quand vous vous exposez au soleil, votre horloge interne comprend que vous devez avoir l'énergie. Vous avez donc un pic d'énergie, et ensuite il s'étend tout le long de la journée, puis commence à diminuer, et quand il capte que vous recevez moins de lumière, voire plus de lumière parce que c'est la nuit, votre horloge interne comprend qu'il faut vous détendre, et donc vous descendez en énergie et vous commencez à sentir une fatigue plus prononcée. Le rythme circadien, c'est pas la seule chose qui est liée à votre fatigue. Il y a une deuxième chose qui est une hormone qui est extrêmement liée à la fatigue, qui s'appelle l'adénosine. En fait, l'adénosine, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous vous réveillez, elle ne va jamais arrêter d'être sécrétée et elle va monter jusqu'à la fin de la journée. Elle va croître de façon linéaire, donc si on la représentait par une courbe, ça serait ça. Et c'est une hormone qu'on pourrait qualifier comme étant l'hormone de la fatigue. C'est en partie elle qui cause la dette du sommeil, et c'est aussi pour ça que vous ne pouvez pas rester éveillé 48 heures facilement, parce qu'elle va commencer à beaucoup trop s'accumuler, et le seul moyen de la faire diminuer, c'est de dormir. Et donc évidemment, quand vous arrivez le soir après avoir été réveillé pendant 15-16 heures d'affilée, elle est très présente dans votre corps, et ça va aussi créer une sensation de fatigue. Et le dernier facteur à connaître, c'est aussi une hormone, c'est la mélatonine, qu'on peut littéralement qualifier comme l'hormone du sommeil. Sa particularité, c'est qu'elle accepte de se montrer que quand il fait nuit, ou qu'en tout cas quand il n'y a pas de lumière. La moindre source de lumière un peu trop présente va tout de suite arrêter sa sécrétion, et comme c'est l'hormone qui vous permet de vous endormir, elle n'a pas envie qu'elle soit pas sécrétée. Si ça t'aide à visualiser, tu peux l'imaginer comme une hormone un petit peu timide qui se montre quand il n'y a pas de lumière. Et donc si on voudrait la schématiser, on pourrait dire qu'elle n'existe pas toute la journée, et que le soir, quand on commence à être dans le noir, elle monte, et puis quand on va se réveiller en journée, elle se coupe. Ces 3 hormones, elles vont jouer ensemble pour créer la sensation de fatigue et nous donner envie de dormir. Et là, on peut hacker le système pour être certain d'avoir un bon sommeil, c'est de réussir à les faire se croiser au bon moment. Si on superpose les 3 courbes que je vous ai montrées juste avant, l'idéal c'est de réussir à créer un point de croisement entre les 3 courbes au bon moment de la journée, donc généralement le soir. Et bonne nouvelle, je vais vous expliquer comment faire. Mais quelque chose qui peut déjà ajouter un petit plus à votre sommeil, c'est le partenaire de cette vidéo,
Cure. Ils ont créé un pack sommeil avec 4 compléments alimentaires à l'intérieur. Quand vous commandez chez Cure, vous recevez du coup une box comme ça. Vous avez un sachet comme ça par jour avec les 4 compléments alimentaires. C'est très sympa, ils mettent même votre petit prénom avec une citation plutôt cool. Et donc, à l'intérieur, vous retrouverez les 4 compléments alimentaires optimisés pour le sommeil, le magnésium qu'on présente plus, qui est là pour réduire le stress, réduire la fatigue et calmer aussi le système nerveux, le L-tryptophane qui est un précurseur de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil dont on a parlé juste avant, très pratique du coup pour faciliter l'endormissement, un complexe de vitamine B, en gros c'est un ensemble de vitamine B, toujours pour aider le système nerveux et donc indirectement améliorer le sommeil, et du Bacopa qui favorise la relaxation et réduit le stress. Autant vous dire que c'est un très bon combo d'avoir les 4. Donc si vous avez décidé de prendre soin de votre sommeil, bah ça peut être utile. Et avec le code Charlie Sommeil, dès 30 € d'achat, vous avez le concentré sommeil offert. C'est globalement un concentré de mélatonine, donc l'hormone du sommeil dont on a parlé juste avant. C'est plutôt pratique pour vous aider à dormir si vous avez du mal. Ça pour le coup, c'est uniquement recommandé pour les décalages horaires, les jet lag quand vous voyagez ou autre. Ça peut être pratique à ce moment-là, mais pensez toujours à consulter un professionnel de la santé avant d'en consommer. Et de façon générale aussi pour les compléments alimentaires, c'est toujours mieux. Si ça vous intéresse, l'offre de Cure avec le pack sommeil et les moins 10% est en description. Et nous, on continue pour voir comment synchroniser les 3 facteurs essentiels dont on vient de parler. Et donc pour synchroniser le rythme circadien avec l'adénosine et la mélatonine, il faut connaître les 4 règles d'or du sommeil, autrement appelé le QQRT. Le premier Q correspond à la qualité du sommeil. Pour avoir une bonne qualité de sommeil, il faut que pour le nombre d'heures que vous passiez au lit, vous ayez un maximum d'heures endormi. Si vous passez 9 heures dans votre lit mais que vous ne dormez que 6 heures parce que vous n'arrivez pas à dormir, vous n'avez pas une très bonne qualité de sommeil. Inversement, si vous passez 7h30 dans votre lit mais que vous dormez 7 heures, vous avez une très bonne qualité de sommeil. Pour information, au-dessus de 85% de qualité de sommeil, c'est une très bonne qualité. Si vous voulez calculer, vous essayez d'approximer le nombre d'heures que vous avez dormi et vous le divisez par le nombre d'heures que vous avez passé au lit. Je vous fais une petite liste de ce que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de votre sommeil. Créer une routine de sommeil. Par exemple, moi tous les soirs, je mets une alarme de coucher qui est globalement que j'allume toutes les lumières de mon appartement en rouge. On verra pourquoi je fais ça après. Et ensuite, généralement, je me pose dans mon lit et je lis un petit livre, le temps de sentir la fatigue venir à moi. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est accélérer votre endormissement en visualisant précisément un chemin que vous avez l'habitude de prendre en journée. Par exemple, donc moi le soir quand je ferme les yeux pour m'endormir, je visualise la balade que je fais le matin avec mon petit chien Kairos en détail. C'est-à-dire que j'imagine que je prends son collier, que je lui attache, qu'il va courir auprès de la porte, que j'accroche la laisse à lui, que j'ouvre la porte, que je tourne la serrure, que j'enlève la clé, que j'ouvre la porte, qu'il passe en premier. Et je visualise chacun des détails vraiment étape par étape avec le maximum de précision possible. Une étude a constaté que ça fonctionnait super bien, je vous l'affiche ici, et on sait pas vraiment pourquoi. En tout cas, la science n'a pas encore de certitude là-dessus. L'hypothèse, ça serait vu que ça utilise vraiment la mémoire et que la mémoire se répare pendant le sommeil profond, bah ça nous fait rentrer plus rapidement dans le sommeil profond. C'est une théorie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air de fonctionner. Ça a très bien marché pour moi en tout cas. Autre chose importante, c'est d'associer son lit uniquement avec des activités liées au sommeil ou à la relaxation et des activités sexuelles. Rien d'autre. Donc voilà, si vous utilisez votre téléphone ou vous regardez des séries dans votre lit, je suis désolé. C'est pas ouf. Vous pouvez quand même le faire, je vous donne juste les infos. Autre chose, si vous voyez que vous avez du mal à vous endormir, que vous imaginez que ça fait plus de 20 à 30 minutes que vous essayez de dormir et que vous n'y arrivez pas, sortez de votre lit. Voilà, allez faire autre chose, écoutez un podcast, lisez un livre, ne regardez pas votre téléphone, ça va couper la mélatonine, on l'a vu. Mais le but c'est d'associer son lit avec le fait de dormir. Et rien d'autre. Donc si vous associez votre lit avec le fait de galérer à dormir, à chaque fois que vous irez, il y aura une petite association négative qui va se faire et ça va vous faire galérer de plus en plus. Donc vaut mieux accepter de perdre un petit peu de sommeil parfois, plutôt que de rentrer dans un petit cercle vicieux qui va être relou. Et deux dernières choses, stopper la caféine 8 à 10 heures avant l'endormissement. Ça paraît beaucoup, mais dites-vous que 5 heures après avoir consommé de la caféine, il reste toujours 50% de la dose que vous aviez pris dans votre corps, ce qui est colossal. Et même si vous êtes de la team de j'arrive à m'endormir même en prenant un café avant de dormir, sachez que si on scannait votre cerveau pendant votre sommeil, on se rendrait compte que votre sommeil profond est bien moins récupérateur que si vous n'aviez pas bu de café. Donc le petit café en fin d'après-midi, mais qui débunk tous les trucs agréables quoi, c'est plus Netflix, plus de café, pleurer. Évidemment, l'alcool, même à très faible dose, dégrade le sommeil. Le but, c'est pas d'arrêter complètement si vous aimez bien parfois boire des verres, c'est plus de faire attention et d'avoir conscience que ça endommage le sommeil forcément. Et une dernière chose à faire, ça serait de réduire la température corporelle. Parce que quand on s'endort, notre corps a besoin de réduire de 0,5 degrés à peu près pour s'endormir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une douche chaude avant de dormir. Et ce qui fait que quand on prend une douche chaude, notre corps a très chaud et donc il a envie de se refroidir pour se stabiliser. Ce qui fait que quand vous sortez de la douche, en fait, votre corps, il va se refroidir. Et petite info bonus, la température idéale d'une chambre pour dormir, c'est 18 degrés. Ouais, c'est assez faible. Bon, c'est bien sympa d'améliorer la qualité de son sommeil, mais c'est quoi le deuxième Q de QQRT? Ah bah c'est la quantité de sommeil. Ça, on l'a vu, c'est entre 7 et 9 heures. En général, moins de 7 heures, c'est pas assez. Et plus de 9 heures, ça veut probablement dire que vous n'avez pas une très bonne qualité de sommeil. Peut-être que vous passez 9h30 à 10 heures au lit, mais que vous dormez vraiment que 7 à 8 heures par nuit. Donc 7 à 9 heures de sommeil, ça fait à peu près 5 à 6 cycles de sommeil dans une nuit, qui est globalement l'idéal.
pour pas avoir de dette de sommeil. Le R de QQRT, ça correspond à la régularité. La régularité, c'est simplement le fait de se coucher et de se lever quasiment à des horaires tout le temps identiques. Toujours le noyau suprachiasmatique, il adore ça, la régularité. Donc si vous voulez vraiment ancrer votre régularité, vous pouvez bien sûr du coup mettre une alarme le soir, mettre un réveil le matin et surtout vous exposer à la lumière du soleil le plus tôt possible et le plus tard possible. En gros, si vous pouvez vous exposer quand vous vous réveillez et quand il y a un coucher de soleil, c'est parfait. Ça va vraiment permettre à votre corps de réguler votre horloge interne et de comprendre quand est-ce que vous vous réveillez et quand est-ce que vous comptez aller dormir. Et donc évidemment limiter toute source de lumière et surtout de lumière bleue 2 heures avant de se coucher pour envoyer le message à votre corps de là c'est le moment où tu peux me fatiguer, vas-y. Donc si vous voulez quand même vous éclairer le soir, favorisez les lumières naturelles comme la bougie, un feu de cheminée ou alors de la lumière rouge qui est la longueur d'onde qui va le moins dérégler notre rythme circadien. Du coup moi je mets mon appart en rouge 2 heures avant de dormir et quand je suis en déplacement j'ai des lunettes rouges qui filtrent 99% de lumière bleue. Là vraiment je vois tout en orange rouge, mais c'est très cher pour ce que c'est. Voilà, pas sûr du style que ça donne. Je suis pas sûr. Pas convaincu. Et le T de QQRT correspond au timing. Oui mais Charlie, quelle est la différence entre timing et régularité? C'est la même chose? Non. Le timing, ça correspond au chronotype, à votre chronotype. C'est votre horloge interne biologiquement déterminée. Autrement dit, vous êtes génétiquement déterminé pour être des lève-tôt ou des lève-tard. Des couche-tôt ou couche-tard. Et vous pouvez faire des tests pour ça. Je vous en mets en description, c'est totalement gratuit. Vous pouvez déterminer votre chronotype, vous répondez aux questions et si vous le faites, dites-moi en commentaire le nombre de points que vous avez sur votre chronotype, ça m'intéresse. Je me demande si on est majoritairement des couche-tôt ou des couche-tard de façon générale. Moi par exemple, je pensais être couche-tôt. Je me disais, quand j'ai arrêté mes études pour faire des vidéos et des spectacles, je me suis dit, vas-y, je me lève tous les jours à 6h, etc. Je suis un gars qui se lève tôt. Puis j'ai une bague qui calcule mon sommeil, qui a déterminé mon chronotype. J'ai aussi fait le test que je vous ai mis en description et les résultats sont identiques. Mon chronotype est situé entre minuit 15 et 8h15 du matin. Donc je suis plutôt de type vespéral simple. L'inverse de matinale. Ouais, j'étais un peu choqué. Après, ça m'arrange pour les spectacles, du coup, parce que je peux me coucher après le spectacle et respecter quand même mon chronotype et avoir le bon timing, du coup. D'ailleurs, toutes les dates de spectacle s'affichent ici, là. Si vous voulez qu'on se voit en spectacle, pour rire, faire du mentalisme et réfléchir. Paris, je passe chez vous. Et je passe aussi en 2025 un peu partout en France. C'est aussi en description pour réserver vos places. On se voit là-bas. Ce qui est intéressant avec le chronotype, c'est que du coup, on comprend mieux des fois pourquoi certaines personnes arrivent en cours complètement fatiguées. Et en se disant, mais gars, moi, tant que c'est pas 10h du matin, je ne m'active pas, quoi. Et en fait, c'est pas des flemmards, c'est vraiment génétique. Par contre, je sais qu'il y en a certainement parmi vous qui ont un travail de nuit ou qui ont des horaires qui font qu'ils doivent se lever tôt, quoi qu'il arrive. C'est le critère le moins important du QQRT. Donc, si vous ne pouvez pas respecter votre chronotype, c'est pas très grave. Mais imaginez qu'en respectant tout ce qu'on vient de dire depuis le début de cette vidéo, vous dormiez mal quand même. Bah spoiler, ça va vous arriver. Par exemple, moi cette nuit, mon petit chien Kairos qui est venu me réveiller pour me faire la fête à 4h du matin. C'est très mignon, mais descend du lit en fait. Ça c'est un exemple, mais si vous n'avez pas de chien, ça peut être simplement la veille d'un examen ou d'un événement stressant ou excitant. C'est le moment où on a le plus besoin d'être reposé et notre cerveau nous chie dessus. Bah, je vais vous filer des stratégies très simples pour déjouer les mauvaises nuits. Donc si un jour, alors que vous respectez un peu tous les bons critères, vous dormez quand même mal, voici comment hacker la fatigue. Première chose, pendant votre nuit qui se passe très mal, ne regardez jamais l'heure. Coupez toutes les sources d'heures que vous pourriez avoir dans votre chambre et ne regardez surtout pas votre téléphone en pleine nuit. Tout ce qui est lumière, vous évitez, sinon la mélatonine, c'est ciao. Réveillez-vous quoi qu'il arrive à votre horaire habituel. Ne vous dites pas que vous allez dormir plus pour récupérer. Il vaut mieux passer une journée un peu fatiguée plutôt que de commencer à dérégler sur son sommeil sur plusieurs jours. C'est pire. L'avantage de ça, c'est quand vous allez vous réveiller à l'heure habituelle, vous allez directement prendre le soleil, ça va continuer de calquer votre rythme circadien et ça va vous donner de l'énergie malgré la fatigue. Et ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas à abuser du soleil dès le matin ce jour-là. Et quelque chose de contre-intuitif, faites du sport très tôt dans la journée. On pourrait se dire que ça va nous fatiguer, mais en fait ça va surtout réguler le taux de sucre qu'on a dans le sang, parce que ce taux de sucre là il se dérègle quand on dort mal, et c'est une des raisons pour lesquelles on peut être très fatigué pendant la journée. Donc le fait de faire du sport va annuler les effets de la fatigue, au moins sur ce qui est du taux de sucre. Ça sort d'une autre étude ici que je vous affiche. Faut pas généraliser l'étude, le faire du sport ne va pas annuler tous les effets de la fatigue, mais ils ont constaté que pour ceux qui dormaient moins de 6 heures, quand ils faisaient du sport, ça annulait pas mal d'effets de la fatigue, notamment liés à la gestion du sucre dans le sang. Et pas besoin de faire une séance d'1 heure, hein, si vous allez déjà même courir 10 minutes ou faire un peu de corde à sauter ou peu importe, ça peut déjà avoir son effet. Et deuxième chose très contre-intuitive, ne faites pas de sieste. On a envie de faire une sieste en début d'après-midi, on se dit micro-sieste, etc. C'est pas une bonne chose parce que ça va diminuer votre adénosine, donc ça va vous faire un peu plus galérer à dormir le soir. Il vaut mieux maximiser l'adénosine pour arriver très fatigué le soir et être sûr de dormir. Et le deuxième risque, c'est que si vous manquez de sommeil, vous fassiez une sieste de plus de 20 minutes, et les siestes d'1h30 c'est carrément pas bénéfique. Au maximum, si vous faites une sieste, c'est 15 à 17 minutes, c'est le créneau idéal. Mais au-delà,
No way. Et d'ailleurs, petite fun fact sur les siestes, c'est hyper déconseillé pour les personnes les personnes âgées, donc en général plus de 65 ans, parce que c'est un signe de mauvais sommeil en fait. Si on fait une sieste en journée, ça veut dire qu'on n'a pas bien dormi la nuit d'avant, et donc, pour les raisons que je viens de vous citer, on va redérégler sa nuit, le sommeil d'après, et ça peut être un effet boule de neige pas ouf. Normalement, avec tout ça, le jour où vous serez fatigué, ce sera pas un problème pour vous. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'en ayant découvert beaucoup de choses sur le sommeil, et encore des choses que je vous ai pas dit pour pas vous inquiéter inutilement, je me suis rendu compte de à quel point le sommeil était sous-estimé et hyper important pour notre bien-être. En fait, je suis convaincu qu'une bonne journée, ça passe par une accumulation de bonnes actions. Et plus les actions sont tôt dans la journée, plus elles auront un impact sur la suite de la journée. Et la première bonne action qu'on peut faire avant même de se réveiller, c'est d'avoir un bon sommeil. Vous vous mettez dans les meilleures conditions possibles avant même de démarrer la journée. Parce que c'est assez accepté de se réveiller fatigué, mais en vrai c'est pas du tout normal. Et quand on fait attention à son sommeil, non seulement on se conditionne pour démarrer une bonne journée, mais en plus de ça, on donne à notre cerveau les meilleures conditions de départ pour pouvoir faire les meilleurs choix pour ce qui est important pour nous. On aura plus de motivation et plus de facilité à faire les bons choix. Et ce soir, vous n'aurez peut-être pas envie de vous coucher à la bonne heure. Peut-être que vous n'aurez pas envie de laisser votre téléphone en dehors de votre chambre pour limiter la lumière, et peut-être que demain matin vous aurez la flemme de vous exposer à la lumière en vous réveillant. Et à partir de maintenant, c'est vous qui décidez. C'est vous qui faites le choix ou pas de prendre soin de votre sommeil. Peut-être que vous avez d'autres priorités et ça se comprend, mais je trouve que pour faire un vrai choix, c'est important d'avoir les informations. Maintenant, vous les avez, donc c'est vous qui décidez. Merci à Cure pour la collaboration. On se revoit dans quelques semaines pour une vidéo complètement différente de d'habitude. J'espère qu'elle vous plaira. C'était Charlie Ed. Salut.